j'ai le plaisir d'introduire cette première keynote de la journée qu'on a voulu sur le thème de l'Internet des objets. Alors, ce n'est pas un choix anodin dans l'association. Ça fait une dizaine d'années dans l'industrie du mobile qu'on est tous émerveillés par le mobile, par l'Internet mobile, par toutes les capacités et les usages qui ont été créés par le mobile. Mais on est en train de se rendre compte que le mobile, c'est simplement le premier objet connecté de masse et que la vraie lame de fond derrière, c'est celle de l'Internet des objets. Et qui mieux pour en parler que le champion français en la matière, celui qui est en train de créer la plus grosse infrastructure mondiale, le plus gros réseau de télécom mondial de communication entre les objets, celui qui a coupé l'herbe sous le pied des opérateurs télécoms, qui n'ont pas forcément vu venir la chose et qui était quand même gros dans cette industrie il n'y a encore pas longtemps. Celui qui est en train de créer la première infra, qui sera indépendante en termes de captation de données des Américains ou des Chinois, avec un ton direct et avec un style qu'on aime bien. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Ludovic Lemohan, fondateur et DG de Sigfox. Alors moi je pourrais chanter parce que je sais pas, vous avez vu Antoine Joutot avec les Digitals, ça nous arrive de chanter sur scène, mais je ne ferai pas d'offense à Johnny quand même. Donc, je vous souhaite bonjour à tous. Et effectivement, l'introduction de l'Internet des objets, on en entend parler de plus en plus, et ça reste pour certains d'entre vous assez flou. Donc je pense que j'ai entendu qu'il y a 15 ans, cette association démarrait avec les SMS, et aujourd'hui on arrive dans quelque chose qui est donc de plus en plus sur le mobile, bien sûr, parce qu'il y a peut-être à peu près 10 ans de ça, Apple et Google créèrent l'iOS et l'Android, et on a quand même changé complètement de paradigme. L'Internet des objets, pour moi, c'est quelque chose de nouveau, mais qui va, pour vous, acteurs du marketing, acteurs de la com ou autre, ça va être un nouveau canal, mais qui va quand même avoir besoin du mobile pour prendre toute son ampleur. Et pour que ça devienne une réalité, il faut que l'Internet des objets rentre dans notre quotidien. Il va avoir un intérêt majeur, c'est que jusqu'à maintenant, ce que font les acteurs du web, les GAFA d'un côté, les BATX de l'autre, ils enregistrent énormément de données que certains d'entre vous réutilisent pour profiler les uns et les autres. Ces données qui sont produites par nous en tant qu'humains. On interagit on fait des recherches, on surfe sur les différents canaux. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'Internet des objets va capter ce qui se passe autour de nous. Et ça a été dit tout à l'heure en introduction, on va avoir une convergence du monde réel, ce qu'on appelle, enfin, pour moi il n'est pas réel, mais ça sera un débat différent. Mais le monde qu'on pense réel, c'est celui-là, brick and mortar, qu'on peut toucher, et le monde virtuel. Et ce que va faire l'Internet des objets, petit à petit, c'est qu'il va faire que ces deux mondes-là vont se rejoindre. On va se retrouver sur une digitalisation complète. On avait démarré il y a peut-être 6-30 ans avec les premiers compact disques, et on voit que plus ça va, plus on digitalise tout. Et on va nous-mêmes se retrouver digitalisés de plus en plus. On passera beaucoup plus de temps dans le monde virtuel, dans la réalité augmentée ou dans le cloud, qu'on passe dans la vraie physique. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Encore une fois, je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est même un débat schizophrène en ce qui me concerne, parce que j'aime énormément la liberté, mais en même temps, je passe mon temps à imaginer un monde où on est entièrement dans le cloud, entièrement dématérialisé. Donc, c'est très schizophrène, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a démarré il y a quelques années en disant on va faire un réseau mondial dédié à Internet des objets. Ça paraissait complètement fou de Toulousains qui se disent on va faire ça, et puis maintenant on est dans 40-50 pays bientôt. Et ce qu'on fait jour après jour, c'est qu'on fait tendre vers zéro le coût de la connexion des objets. C'est-à-dire que demain, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, vont être connectées à Internet. Parce qu'on utilisera votre poids comme énergie, ou votre chaleur, et le capteur qui transmet la donnée sera à quelques centimes, voire dizaines de centimes. Et la communication, ce que ça s'applique à faire Sigfox, c'est de la rendre tellement peu chère qu'à la limite, elle deviendra gratuite. Donc on voit bien qu'on va tout connecter. Il n'y aura pas une seule ampoule, une seule table, une seule chaise, une seule paire de chaussures, t-shirt, etc., qui ne seront pas connectés. Et ça va donner énormément de données qui vont être contextuelles, parce que ça va être à la fois représenter notre activité, les gens qu'on rencontre, on va pouvoir faire des rapprochements entre des objets qui appartiennent à une personne A et personne B, on va s'apercevoir qu'ils sont ensemble parce que les objets ne sont pas très loin l'un de l'autre, etc. On va peut-être aller jusqu'à des choses assez bluffantes, mais je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Mais l'ADN numérique, pour moi, c'est comment mettre dans de l'ADN des données qui viennent des objets et les faire interagir dans des cellules humaines qui vont
faire qu'on va créer des comportements entre objets, même s'il semble qu'une chaise et une table, l'une à côté de l'autre, ne parlent pas, peut-être qu'elles parlent. Mais ça, encore une fois, pour voir ça, il faut créer cette translation de l'objet physique vers le cloud. Et tout ça pour dire que l'Internet des objets, c'est vraiment quelque chose qui démarre maintenant à grande échelle, parce que, encore une fois, les coûts tendent vers zéro. On a montré il y a pas très longtemps à Prague qu'on pouvait faire une enveloppe connectée à 20 centimes. C'est-à-dire que vous ouvrez l'enveloppe, elle envoie un message que l'enveloppe a été ouverte et où elle a été ouverte. À 20 centimes donc en coût excédentaire par rapport à une enveloppe traditionnelle. Donc ça vous donne, et ça on est encore qu'en 2017, donc 2018, 19, 20, etc. Ça va tendre vers quasiment rien. Donc ça veut dire que vous devez vous imaginer, vous, avec vos marques, comment vous allez pouvoir faire en sorte dans vos entreprises, d'aller voir quelles sont les informations dont vous aurez besoin et comment vous allez pouvoir les produire. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour ceux qui réfléchissent à ça aujourd'hui. Et je vous invite à ne pas sombrer directement dans la technologie, parce que la technologie, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. La vraie démarche que vous devez avoir tous, c'est de dire ma donnée, quelles données je pourrais avoir besoin, parce que ça me permettrait d'améliorer mes process. J'ai vu le green de green marketing ou le data green. C'est quelque chose qui effectivement qui est intéressant. Nous, on travaille par exemple sur la ville de Munich, où il y a plein de capteurs de fumée, de pollution qui sont installés. Et tous ces capteurs-là sont connectés à notre cloud. Et il y a un partenaire qui pilote les feux tricolores et qui va bientôt aussi le mettre sur Waze, c'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B. Déjà, on va vous aiguiller non pas dans le temps le plus court, mais aussi en prenant en considération la dimension pollution. Et en même temps, on va piloter les feux tricolores. Donc voilà, comment la donnée va influer sur notre quotidien, sur l'environnement. Et ces données-là, ils vont être disponibles parfois comme celle-ci en open data. Donc vous allez peut-être pouvoir les prendre, les merger avec d'autres informations et créer de la valeur. Et tout ça, à mon avis, le lieu où on va agréger tout ça, ça va être quand même le mobile. Parce que là, on est dans le temps réel. Donc il y aura des choses qui vont se passer sur le cloud, bien sûr, mais sur son mobile, quand on est une marque, si demain on projette un peu ce qui va commencer à lancer Amazon avec le Dash Button, où maintenant vous mettez ça sur votre machine à laver, vous cliquez sur le bouton et vous recevez un paquet de lessive le jour d'après. Moi, on voit que cette idée-là, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle colle vraiment à la réalité, c'est-à-dire que prendre son application, la lancer, rentrer, paquet de lessive, etc., c'est trop long, alors que quand on est devant sa machine, il n'y a plus de tablette, bah, on appuie sur le bouton et c'est fini. Et on voit que le monde physique et le monde virtuel, et même le mobile maintenant, devient parfois trop long, parce qu'on est dans un monde où chaque seconde se réduit en temps. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais depuis 10 à 15 ans, la seconde n'a plus la même durée qu'elle avait jadis, et ça continue à s'accélérer. Donc on a besoin que le monde qui nous entoure prenne des décisions pour nous, et si possible, le mieux possible. La CNIL, c'est encore un autre sujet, parce qu'il faut faire attention aussi, ça c'est une autre de mes casquettes, mais il ne faut pas trop en Europe, à mon avis, légiférer sur la CNIL, sur la privacy, parce que si on fait ça, on risque de se retrouver demain dans le tiers-monde du numérique. Parce que si on met d'abord toutes les précautions d'usage, tout ce qui fait que la France et l'Europe parfois essayent d'abord de protéger nos propres, nous protéger contre nous-mêmes déjà. Je pense que c'est un des problèmes. On n'aura pas la dynamique qui va bien pour créer des leaders mondiaux qui vont exploiter ces données-là. Vous savez très bien que les Facebook, Google et autres, ils tapent d'abord, et après ils paieront de temps en temps une petite amende de 2-3 milliards, mais quand on fait plusieurs dizaines de milliards, on a une market cap de pas loin du 1000 milliards, payer de temps en temps 3 milliards à l'Europe pour se dédouaner, c'est pas un grand jeu. Donc moi je milite pour d'abord aller taper fort, faire en sorte que les entreprises françaises prennent cet IoT, cet Internet des objets à bras le corps, parce que c'est maintenant que vous devez penser à ces applications-là, penser aux données que vous allez pouvoir récupérer, penser à la valeur de ces données et surtout penser à ce que, avant toute chose, le coût de production de ces données, ça paraît évident, mais soit inférieur à la valeur que la donnée va créer, parce que sinon, ça ne va pas durer longtemps. Et malheureusement, aujourd'hui, les opérateurs traditionnels ont essayé de s'engouffrer dans cette opportunité Internet des objets en faisant beaucoup de proof of concept.
mais derrière, il n'y a pas de volume, on ne peut pas je dirais, le réutiliser pour les marques et autres, parce que le coût de production des données est bien trop important par rapport à ce qu'on peut en tirer. Mais par contre, une fois qu'on a pris ça en considération, qu'on essaie d'imaginer que demain, les données seront quasiment gratuites, comment vous allez pouvoir les capter, comment vous allez pouvoir encore mieux profiler vos consommateurs, vos clients. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, il faut penser dès maintenant, parce que ça prend un peu de temps à mettre en œuvre. Contrairement au mobile ou au web, quand on mesure l'acquisition, on peut assez vite voir des courbes de croissance en dizaines, centaines de milliers, voire millions de personnes sur des durées assez courtes. L'Internet des objets, il faut quand même prévoir qu'il y a malheureusement un petit mal nécessaire au milieu, c'est un objet. Généralement un objet physique qui lui nécessite un peu d'être conçu, d'être produit et d'être délivré au client. Donc on a au milieu de tout ça un tunnel de 9 à 12 mois. Et là, ça nécessite quand même de prévoir les choses, mais il y aura quand même des primes aux premiers entrants et des primes à ceux qui vont être capables d'attirer leurs clients, de fidéliser leurs clients à travers des objets physiques. Et l'enjeu, c'est que l'objet physique apporte quand même avant tout un service et voir comment il va se merger avec les assistants vocaux, avec tout ça. Donc pour moi, c'est ça la révolution dont je voulais essayer de vous parler aujourd'hui. Alors peut-être que l'année prochaine, ça ne s'appellera plus MMA, mais peut-être au-delà du mobile, il faudra peut-être rajouter un item. Mais je pense qu'on va être de plus en plus dans ce type d'assistance à mettre en place des concepts d'objets connectés, et avec l'application qui va derrière, avec le targeting des clients liés à ça. Et c'est pour moi notre enjeu à nous, à Sigfox, de faire ce réseau, mais aussi simple que l'a été aujourd'hui l'App Store, parce qu'on crée on crée une application mobile maintenant très rapidement. On est en train de faire la même chose pour les objets. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant, sur notre site, avoir quasiment pris par la main pour faire votre premier objet. Vous mettez votre carte bleue sur le site, vous achetez la connectivité et vous pouvez commencer à faire vos premiers objets connectés, tester votre marché et voir comment ça réagit pour des sommes qui sont relativement faibles. Pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez faire votre premier objet et commencer à tester de l'interactivité avec vos clients. Donc, c'est maintenant, on n'est plus dans le futur, c'est réel aujourd'hui. En France, on doit avoir 1 million, 1,3 million d'objets qui parlent chaque jour sur le réseau. Et à l'échelle mondiale, on en a 10 fois plus. Et je pense que c'est une tendance qui va se généraliser. Et moi, je vous invite à essayer de vous projeter sur cette opportunité qui est l'Internet des objets.